Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Toujours avec la préparation en concours commun de médecine, en physique et chimie. Pour les membres de la préparation de A à Z, on est arrivé à la dernière vidéo qui sera consacrée au blanc en physique. Donc, على بركة الله. Euh, pour l'exercice 1, une perturbation transversale est créée sur une corde tendue selon OX, simplifiée de l'action au cours du temps à l'origine des abscisses est représentée dans la figure 1. Celle de la corde en T égale à taux est représentée dans la figure 2. Donc, on va choisir la bonne ou bien les bonnes réponses parmi les 4 questions qu'on a ici. Donc, parmi les formes d'énergie transportée par l'onde, il y a l'énergie cinétique. Bien sûr, cette affirmation est vraie. Donc, on dit que l'onde mécanique, donc lors de la propagation d'une onde mécanique, il y a transport d'énergie sans transport de la matière. Et donc, l'énergie, parmi les formes d'énergie transportée, bien sûr, ici, il y a l'énergie cinétique. C'est bon? Donc, c'est vrai. Donc, pour la deuxième question, la célérité de l'onde a pour valeur 2 mètres par seconde. Normalement, pour la vitesse, c'est la distance sur la durée. Normalement, on n'a pas le temps t égale à taux. Donc, c'est une inconnue pour la distance de 6 mètres. Mais on a donc le temps que mit un point lors de son mouvement sur la corde. Donc, c'est-à-dire entre le temps nécessaire pour parcourir la distance de 3 jusqu'à 6 est 1,5 secondes. Et donc, vous avez pour D égale à donc de 3 à 6, donc c'est 3 mètres. Vous avez 1,5. Et donc, c'est 2 mètres par seconde. Donc, cette affirmation est vraie. Bien sûr, la première est vraie. L'allure de la corde est représentée à l'instant t égale à 3 secondes. Normalement, la vitesse toujours, vous avez c'est d sur taux. Donc la distance ici, d c'est 6 mètres. La vitesse, vous avez, on a déjà calculé, c'est 2 mètres par seconde. Donc taux égale à d sur v. D c'est 6 sur 2 qui est égal à 3 secondes. Et donc cette affirmation est vraie. Bien sûr, les 3 vrais. Donc si on augmente la tension de la corde, la célérité de l'onde augmente. Donc normalement, par définition, pour une corde, vous avez c'est la tension de la corde sur la masse linéaire. Donc si on augmente la tension F, c'est-à-dire la force F, la vitesse augmente. Donc c'est correct parce que la vitesse et la force sont proportionnelles, et donc elle dit c'est vrai. Donc toutes les réponses ici sont correctes. Pour le deuxième exercice, un vévreur met en mouvement une corde le long donc de longueur 10 mètres. On compte n égale à 10 oscillations du vévreur pendant temps 1 égale à 20 secondes. L'onde met une durée temps 2 égale à 2 secondes pour atteindre l'extrémité de la corde. Donc la fréquence des oscillations est F égale à 0,5 Hz. Donc on va vérifier. Normalement, vous avez 10 oscillations, c'est-à-dire pour une durée T ou bien temps 1 égale à 10 fois la période. Donc 10 oscillations, c'est-à-dire des périodes, qui est égale à 20 secondes. C'est-à-dire que la période égale à 20 sur 10 égale à 2 secondes. Et donc la fréquence F, c'est 1 sur T, qui est égal à 1 demi, qui est égal à 0,5 Hz. Et donc cette affirmation est vraie. Pour la deuxième, donc la célérité des ondes dans la corde
et V égale à 5 mètres par seconde. Normalement, vous avez, pour parcourir la distance L égale à 10 mètres, donc le temps nécessaire c'est taux 2. Donc vous avez V égale à L sur taux 2, qui est égal à 10 sur 2, qui est égal à 5 mètres par seconde. Donc cette affirmation est vraie. Avec une corde de même longueur, plus lourde, tendue de la même façon, la longueur d'onde lambda sera plus grande. Normalement, vous avez la vitesse égale à racine de f sur mu, qui est égal aussi à lambda fois la fréquence n ou bien f, comme vous voulez. Et donc, normalement, si donc une corde de même longueur, c'est-à-dire de même longueur L, plus lourde, c'est-à-dire la masse va augmenter, et tendue de la même façon, donc F identique, c'est-à-dire ici ce qui va changer c'est la masse linéaire qui est égale à M sur L. Donc si la masse augmente, donc la masse linéaire augmente, et donc si la masse linéaire augmente, la vitesse normalement diminue, et donc lorsque la vitesse diminue, bien sûr, pour la même fréquence, la longueur d'onde va diminuer, donc cette affirmation est fausse. C'est-à-dire que la masse linéaire avec la vitesse ou bien avec la longueur d'onde sont inversement proportionnelles. Donc si la masse augmente, la masse linéaire augmente et donc la longueur d'onde diminue. La fréquence dépend de l'amplitude des oscillations. Bien sûr que c'est faux. La fréquence, elle dépend seulement de la source. Pour le troisième exercice, un échantillon de l'isotope Na24 du sodium a une activité 9, 10 à la puissance 6 becquerel. Donc il y a une émission d'un électron lors de sa désintégration radioactive. Donc la demi-vie du nucléide est 15 heures. Donc il s'agit d'un émetteur alpha, donc c'est faux, parce que désintégration, donc émission d'un électron, donc c'est bêta moins. C'est-à-dire donc c'est faux. Donc l'expression de la constante radioactive d'un radioélément est lambda égale à ln de 2 sur T1 demi, bien sûr, a dit c'est vrai. Le nouveau noyau formé est l'isotope de Nion. Normalement, vous avez Na 1124 va aller donc un noyau plus un électron. Donc ici, donc le Z c'est 12 et le A c'est 24. Donc c'est pas le néon. Donc c'est un nucléide de Z égale à 12. Normalement c'est le Mg. X égale à Mg. Bien sûr, ce n'est pas nécessaire de le savoir. Il suffit seulement de connaître que, ou bien déterminer que Z est différent de 10. Donc c'est faux. Au bout de 45 heures, l'activité n'est plus que 3,10 à la puissance 6 becquerel. Normalement, l'activité à un instant t donné, c'est A0 sur 2 à la puissance n, avec t égale à n fois t n demi. Donc, vous avez ici 15 heures, 45 heures, et ici 15 heures. Donc, vous avez t égale à 3 T1 demi. Donc le n égale à 3, c'est-à-dire c'est 9 10 à la puissance 6 sur 2 à la puissance 3. Donc c'est 9 sur 8 10 à la puissance 6 qui est bien sûr différente de 3 10 à la puissance 6 becquerel. Donc c'est faux. Pour l'exercice numéro 4, donc une réaction nucléaire dans le Soleil entre un noyau de deutérium et un noyau de tritium conduit à la formation d'un noyau d'hélium. Donc il s'agit d'une réaction de fusion thermonucléaire. Bien sûr, c'est vrai. Donc c'est une fusion, entre deux noyaux d'hydrogène pour former l'hélium. Il y a émission d'un proton au cours de cette réaction. Normalement,
H1,2 plus H1,3 va donner l'hélium 2,4. Donc si on fait, on vérifie la conservation, donc vous avez 1 plus 1 égale à 2, 2 plus 3 égale à 5, donc il reste un neutron, 0, 1. Donc il y a émission d'un neutron et pas d'un proton, donc c'est faux. L'énergie de liaison du noyau est égale, donc on va la calculer. L'énergie de liaison de H2, c'est normalement Z qui est égal à 1, donc Z fois MP, plus A moins Z qui est égal à 1 Mn, moins M de H1,2 fois C au carré. Et donc ici c'est faux, cette affirmation est fausse. Donc ici c'est 1 et pas 2. L'énergie libérée par la réaction est égale à 3,66. Donc normalement le E libéré est égal à la valeur absolue de delta E qui est égale à la valeur absolue de, donc l'énergie de liaison, donc EL de H1,2 plus EL de H1,3 moins EL de HE2,4. Bien sûr, moins EL de l'énergie de liaison de le neutron. Le neutron n'a pas d'énergie de liaison, c'est-à-dire égal à 0. Donc il reste seulement l'énergie de liaison des noyaux. C'est égal. Donc l'énergie de liaison de H1,2, c'est 2 fois, c'est A fois cette valeur-là. Donc c'est égal à 2 fois 1,183 plus 3 fois 2, 825 moins 4 fois 7,074. Donc si vous faites les calculs, vous allez trouver 17,4559. Donc c'est faux. Donc on passe à l'électricité, donc pour l'exercice numéro 5. Donc soit un circuit LCD1, siège d'oscillation périodique, donc la bobine a une inductance L égale à 0,5 et le condensateur a une capacité 10 millifarad. Donc à la date T égale à 0, la tension aux bornes du condensateur est 4 volts. Donc la tension aux bornes de la bobine c'est noté UL. Donc à tout instant on peut écrire UC plus UL égale à 0. Bien sûr c'est vrai. Loi d'additivité des tensions, UC plus UL égale à 0. Donc pour la période propre, normalement par définition, T0 égale à 2pi racine de LC qui est égal à 2pi racine de 0,5 fois 10 fois 10 moins 3 qui est égal à 2pi fois racine de 5 10 moins 3 qu'on peut l'écrire 2pi racine de 0,5 10 moins 2 qui va donner donc c'est 2pi, donc racine de 10 moins 2 donc c'est 10 moins 1 et racine de 0,5 donc c'est racine de 1 demi, donc c'est à dire c'est sur racine de 2 et donc le racine ici donc T0 égale c'est donc 2pi racine de 2 sur 2 fois 10 moins 1 et donc on va simplifier, donc pi fois racine de 2 c'est déjà donné, c'est 4,5 fois 10 moins 1 qui est égal à 0,45 secondes. Donc c'est faux. La tension au bord du condensateur a pour expression 4 fois. Donc normalement, vous avez UC de T égale à UC max fois cosinus de pi sur T0 fois T. Donc pour le 2pi sur T0, elle est égale à 1 sur racine de LC qui est égal à 1 sur racine donc 0,5 fois 10 moins 3 qui est égal à donc à 1 sur racine de 0,5 fois 10 moins 1
Donc ça va donner c'est 10 fois racine de 2. Et à peu près c'est 14. Racine de 2 c'est 1,4 fois 10, donc c'est 14. Et UC égale à 4 volts, donc cette affirmation est vraie. Pour la dernière, donc c'est la dérivée, donc I, je peux écrire ici, I de T égale à C d de UC sur dt, qui est égal à C, normalement c'est 10 fois 10 moins 3, fois la dérivée de UC, donc c'est-à-dire c'est moins 4 fois 14 fois sinus 14t. Donc pareil, déjà c'est faux, donc il manque un signe moins ici, donc c'est faux. Bien sûr que la valeur ici c'est donc on en perd, donc c'est faux aussi. Donc ici c'est moins 46 sinus, donc c'est déjà faux. Donc je note ici qu'il y a deux affirmations vraies et deux affirmations fausses. Donc pour l'exercice numéro 6, donc l'étude d'un circuit RLC série est effectuée à l'aide d'un dispositif d'acquisition relié à un ordinateur qui permet de suivre l'évolution de la tension ici au borne du condensateur. Donc sur le schéma de la figure 1, l'interrupteur en position 1 depuis longtemps. Quand on le bascule en position 2 à l'instant t égale à 0, donc l'enregistrement obtenu correspond à la figure 2. À l'instant t égale à 0 plus, donc juste après la fermeture, donc le basculement vers la position numéro 2, vous avez I égale à UC sur R plus R'. On dit bien sûr c'est faux. Donc normalement le I égale à 0 à l'instant 0 plus égale à 0. Au moment où la courbe commence par ici. C'est bon. L'expression de l'intensité égale à I, c'est I égale à 1 sur C dt. Donc c'est faux aussi. Donc c'est C d de ici sur dt. La même chose ici c'est faux. Donc c'est depuis racine de LC. L'énergie électrique emmagasinée à l'instant t 0. Donc normalement l'énergie c'est 1,5 C UC au carré. C'est 1,5 fois 0,1 10 moins 6 fois UC au carré qui est égal à 100. 10 au carré c'est 100. Donc ça va donner c'est 5 10 moins 6 joules qui est égal à 5 micro-joules. Donc c'est faux aussi. Donc toutes les affirmations ici sont fausses. Pour l'exercice numéro 7, on réalise le montage ci-dessous. Le condensateur est déchargé lorsqu'on ferme l'interrupteur, donc à l'instant t égale à 0. Le graphe ci-dessous représente l'évolution de I en fonction du temps. Donc la capacité du condensateur est d'environ 10 microfarads. Normalement vous avez taux égale à R fois C, ce qui implique que C égale à taux sur R. Le taux c'est 2 millisecondes, 2 10 moins 3 sur R qui est égal à 200. Ceci égale à 10 moins 5 farad qui est égal à 10 microfarads. Donc cette affirmation est vraie. L'équation différentielle vérifiée par la tension au bord du condensateur, bien sûr, a dit c'est faux. Normalement c'est UC plus RC déduit sur DT plus E égale à donc ceci égale à E. Donc c'est faux. Pour la valeur de E égale à, normalement vous avez I0 égale à E sur R. Ce qui implique que E égale à R fois I0 égale 200 fois I0 qui est égal à 100 mA qui est égal à 0,1. Ceci est égal à 20 volts. Donc c'est faux. Lorsque la charge du condensateur est terminée, la tension en borne du conducteur ohmique devient nulle. Oui, c'est vrai, parce que le I égale à 0, donc UR égale à R fois I, qui est égal à 0 en régime permanent, bien sûr.
Pour l'exercice numéro 8, on observe la figure de diffraction obtenue avec un laser en émettant une lumière quasi monochromatique verte de longueur d'onde dans le vide lambda 0 dans le faisceau duquel on a interposé une fente de largeur 10 et 100 micromètres. Donc la tâche centrale observée sur un écran placé à une distance d de la fente est perpendiculaire, donc la fente perpendiculairement au faisceau a une largeur égale à L. Donc on sait la célérité de la lumière dans le vide. Donc dans un milieu matériel d'indice n, la célérité de la lumière est V égale à C sur n, c'est vrai. C'est seulement la définition. Dans un milieu matériel d'indice n, lambda égale lambda 0 sur n, aussi c'est vrai. L'angle sous lequel est vue la tâche centrale depuis la source. Normalement, la tâche centrale, c'est ça. Normalement, ça c'est l'angle θ. Ça c'est grand L. Donc la tâche centrale est de longueur L. Donc normalement, le θ est égal à L sur 2D. Qui est égal bien sûr à lambda sur A. Lambda 0 sur A. Donc, pour voir toute la tâche, normalement, l'angle c'est 2θ. Et donc, 2θ, c'est-à-dire 2 lambda 0 sur 1. Donc, c'est vrai. La largeur de la tâche centrale est L égale. Donc, normalement, vous avez L θ égale à L sur 2D, qui est égal à lambda 0 sur A. Ce qui implique que L égale à 2D lambda 0 sur A, qui est égal à 2 fois 5 fois 5, 4, 3, 10 moins 9 sur A qui est égal à 100, 10 moins 6. Ceci est égal, donc 10 moins 6 reste ici 10 moins 3. Bien sûr, le 100 donc, devient 10 moins 5. Et donc, le calcul va nous donner donc 10. C'est-à-dire, il n'y a pas de près 10 moins 4, donc c'est 5, 4, 3, 10 moins 4 mètres, qui est égal à 5,43 cm. Donc c'est vrai. Donc toutes les réponses vraies. Donc pour l'exercice numéro 9, en mécanique, un projectile de masse m est lancé à l'instant t égal à 0. Le champ de pesanteur dans le champ de pesanteur d'air. Donc la trajectoire plane est modélisée par les deux graphes ci-dessous indiquant pour la graphe 1 la trajectoire de la balle dans le plan X, O, Z. Pour l'autre, la projection de Vz du vecteur vitesse V sur l'axe OZ. En fonction du temps. Donc, dans la modélisation, les forces de frottement sont considérées comme négligeables. L'accélération de la pesanteur est G égale à 10. Donc, vous avez les deux courbes. On va savoir comment on va les exploiter. La vitesse initiale de la balle est égale à 20 mètres. Normalement, la vitesse initiale V0 est égale à racine de V0x au carré plus V0y z au carré. Donc pour le V0z, c'est ça sa valeur là. Donc c'est 20 mètres par seconde. Pour V0x, donc pour le V0x, donc normalement vous avez x de t égale à normalement à V0 cosinus alpha fois t. Donc l'instant, donc on sait que x est égal, donc pour 40, pour x égale à 40, donc le sommet ici, c'est 20. Donc pour le sommet, vous avez la vitesse Vy égale à 0, Vz pardon, égale à 0. Donc c'est ici. Donc pour atteindre le sommet, donc le temps nécessaire c'est 2 secondes. Lorsque Vz égale à 0, donc on a x égale à 40. Donc on peut calculer ça c'est V0x fois t. Donc le V0x égale à x sur t. X c'est 40 sur 2 secondes égale à 20 mètres par seconde.
Et donc par conséquent, le V0 c'est racine de 20 au carré plus 20 au carré. Donc c'est différent de 20 mètres par seconde, donc bien sûr ça c'est faux. Donc pour la deuxième question, donc l'altitude maximale est atteinte au bout de 2 secondes, donc bien sûr on a déjà répondu, donc c'est vrai. Si la vitesse initiale de la balle est divisée par 2, sans qu'il y ait une modification de la direction du lance, c'est-à-dire alpha reste constant, l'altitude maximale est atteinte 2 fois plus rapidement, normalement. Donc vous avez Vz égale à moins Gt plus V0 sinus alpha. Donc au sommet, c'est Vz égale à 0. Donc T égale à V0 sinus alpha sur G. Ça, c'est pour V, une valeur de V0. Donc T'. Si on change V0, c'est-à-dire V0 V'0 sinus alpha sur G, avec V'0 égale V0 qu'on a déjà divisé par 2. Donc le T' dans ce cas sera c'est V0 sinus alpha sur 2G qui est égal à T sur 2. Et donc atteindre plus rapide. Donc la balle va atteindre le sommet plus rapidement, deux fois plus rapidement. C'est-à-dire donc il va atteindre le sommet en une seconde. Et donc ça c'est vrai aussi. La balle touche le sol à la date t égale à 4 secondes. Normalement vous avez z de t égale à moins n demi gt carré plus v0 sinus alpha t. Donc lorsqu'il va toucher le sol, c'est-à-dire le z égale à 0. Et donc on a deux solutions. La première c'est t égale à 0. Et la deuxième c'est t qu'on cherche, t égale à 2 fois v0 sinus alpha sur g. Et le v0 sinus alpha sur g c'est t, c'est 2 secondes. C'est-à-dire il y a 2 fois 2 qui est égal à 4 secondes, donc c'est vrai aussi. Pour l'exercice numéro 10, deux balles ou bien deux billes B1 et B2 sont lancées en même temps vers le haut à partir du sol horizontal. C'est-à-dire vous avez le schéma. Donc on va lancer deux billes B1 et B2, V01, V02. Avec ça c'est B1, B2, ça c'est B1. Donc on va considérer que ça c'est l'origine O, Z, et ça c'est champ de pesanteur. Vers le haut, partir du sol horizontal. Donc la bille B1 s'élève 2,5 mètres avant de redescendre, alors que B2 de 2 mètres. Donc on supposera que les deux billes sont dans les conditions de la chute libre. La valeur de l'accélération de la pesanteur est 10 mètres par seconde. Si la bille B2 monte moins haut que B1, c'est parce qu'elle est plus lourde. C'est faux. C'est parce que V0 donc B1 voilà, donc B2 s'élève que donc c'est parce que V02 est inférieur à V01. C'est la vitesse initiale qui va décider, parce que si vous écrivez des équations horaires, normalement z égale à moins n demi gt carré par exemple, etc. Et donc il n'y a pas de masse ici, donc c'est indépendant de la masse. La bille B1 a été lancée avec une vitesse d'environ 7,1 mètres par seconde. Donc on va utiliser ici l'équation, donc la relation indépendante du temps. Donc vous avez V final au carré moins V
initiale au carré égale à 2a z fois la distance h. Le az ici c'est moins g. Az égale à moins g. Vitesse finale nulle, donc c'est 0, moins vitesse initiale, c'est la vitesse v01 qu'on cherche, égale à moins 2g fois h. Et donc, on cherche la vitesse v01 qui est égale à racine de 2g h, bien sûr h1, hein. Donc voilà, h1 est égal à 2 fois 10 fois h est égal à 2,5 b1. Donc ça c'est c'est 5 fois 10, donc c'est racine de 50. Racine de 50 c'est 7,1 mètres par seconde, donc c'est vrai. Donc on a la même expression, donc pour V02 égale à racine de 2GH2 qui est égal à racine de 2 fois 10 fois 2 qui est égal, donc on a ça, c'est, voilà, donc c'est 2 racine de 10 égale, donc racine de 10 c'est 3,2, donc c'est 2 fois 3,2 qui est égal à 6,4 mètres par seconde, aussi c'est vrai. Pour la dernière question, donc la durée totale de la chute de la vie B2 est d'environ 1,3. Normalement l'équation horaire, Z égale à moins 1,5 G T au carré plus V02 fois T. Parce que on lance à partir de l'origine, donc Z0 égale à 0. C'est bon. Donc lorsqu'il va... la durée totale, c'est lorsqu'il va revenir à sa position initiale, c'est-à-dire pour Z égale à 0. Et donc, T égale à 2 fois V02 sur G, qui est égal à 2 fois 6,4 sur 10, égale donc, c'est 12,8 sur 10, qui est égal à 1,28 secondes, qui est à peu près 1,3 secondes. Et donc c'est vrai aussi. Donc vrai, vrai, vrai et faux. Pour l'exercice numéro 11, une balle de masse M est lancée au niveau du sol avec une vitesse V0 inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Donc le champ de pesanteur terrestre c'est moins G suivant Y. Donc la modélisation de ce lancer conduit au graphe suivant. Donc vous avez les deux graphes. Donc la courbe 2 représente l'évolution de la coordonnée VY de la vitesse. Bien sûr c'est vrai. Ça c'est VY qui est égal à moins GT plus V0 Y. La valeur de la vitesse initiale V0 égale à 5 mètres par seconde. Normalement V0 c'est la racine carrée de V0x au carré plus V0y au carré est égal. Donc le V0x c'est ça, c'est 3, donc c'est 9 plus V0y c'est 4 au carré, donc c'est 16. Ça c'est 25, donc c'est 5 mètres par seconde, donc c'est vrai aussi. Le sommet de la trajectoire est atteint à la date t égale à 0,6. Normalement le sommet c'est pour V et Z égale à 0. Pour Vz égale à 0, donc c'est t égale à 4 secondes. Ça c'est t. Donc c'est 4 secondes, c'est faux. Pour l'angle alpha, normalement vous avez la tangente alpha, c'est V0y sur V0x qui est égal, V0y c'est 4, c'est donc V0y c'est voilà, c'est V0y sur V0x, donc c'est 4 sur 3 qui est égal à donc ce qui implique que alpha égale à l'arc tangente de 4 sur 3, c'est déjà dans ces 35 degrés. Et donc c'est vrai. Donc tangente alpha c'est V0y sur V0y. Normalement V0y c'est V0 sinus alpha, V0 cosinus alpha. Donc sinus sur cosinus c'est tangente.
Donc pour l'exercice numéro 12, on considère un dispositif solide, ressort horizontal, constitué d'un ressort de constante égale à 50 Newton par mètre et d'un solide de masse M égale à 500 grammes. Donc on prend la position d'équilibre du solide comme origine d'un axe OX. Donc tous les frottements sont négligés. Le solide est lancé à la date t égale à 0 depuis la position x égale à 5 cm avec une vitesse initiale de coordonnées v0 égale à moins 0,5 mètres par seconde. Donc l'évolution au cours du temps de la position du solide est donnée par x de t égale à x max fois cosinus de pi t sur t0 plus phi. Donc vous avez les données. L'équation différentielle est vérifiée par x et donc elle dit c'est faux. Normalement c'est k sur m et pas m sur k. T0 égale à 0,63. Normalement T0 c'est de pi racine de m sur k. Donc c'est de pi racine de la masse c'est 0,5 sur 50. Donc c'est de pi fois 10 moins 2 racine de 10 moins 2, donc c'est fois 10 moins 1. Le 2pi c'est 6,3 fois 0,1 qui est égal donc à 0,63 secondes. Donc c'est vrai. Pour la question C, phi égale à moins pi sur 4. Normalement, les conditions initiales, vous avez x de 0 égale à x max cosinus phi. Et V0 ou bien V à l'instant 0 égale, donc la dérivée de ceci, donc c'est moins x max fois 2pi sur t0 sinus phi. Bien sûr, vous allez faire la dérivée et remplacer t par 0. C'est bon. Donc, le 2pi sur t0, normalement, c'est 2pi sur t0 égale à, c'est racine de k sur m, qui est égal à 50 sur 0,5. Donc, c'est racine de 100, donc c'est 10. Et donc, on peut mettre v de 0 égale à moins x max fois 10 fois sinus phi. Donc la tangente de phi est moins 10 fois la tangente phi. Donc si on fait la division, on va nous donner c'est v0 sur x de 0. Le v0 normalement c'est moins 0,5 sur 5 10 moins 2. Et donc, ça va donner, voilà, donc tangente phi égale à 1. Ce qui implique que le phi égale à pi sur 4 et pas moins pi sur 4. C'est bon? Normalement, si la vitesse est négative, la phase elle est positive. Si la V0 est négative, la phase elle est positive. C'est pas la peine de vérifier, mais j'ai préféré de vous montrer comment on va chercher la valeur de phi. C'est bon? Donc phi égale à plus pi sur 4 et pas moins pi sur 4, donc c'est faux. Donc on a la valeur de phi, donc on peut déduire la valeur de x max. Donc vous avez x0 égale à x max cosinus pi sur 4. Donc c'est x max fois racine de 2 sur 2. Donc le x max c'est x0, donc on va la laisser en centimètres. Donc 5 fois 2 sur racine de 2 qui est égal à 5 racine de 2. Et donc vous avez racine de 2, c'est 2 fois, donc ceci est égal à 5 fois 2 fois 0,71 est égal à 10, donc 7,1 cm, donc c'est vrai. Ça c'est faux, c'est vrai, ça c'est faux. Donc pour le dernier exercice, un enfant assis sur une luge part sans vitesse initiale du sommet d'une piste plane inclinée d'un angle alpha égal à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc le système supposé indéformable a une masse 40 kg. Donc l'enfant atteint
une vitesse de 10 mètres par seconde au bout d'une durée de 5 secondes, après avoir parcouru selon la ligne la plus grande de plus grande pente de la piste une distance de 20 mètres. Donc on note l'accélération. Donc le vecteur, donc normalement le schéma, si vous voulez simplifier, c'est ça. Le poids avec les autres forces qu'on a, donc la réaction. On n'a pas d'informations concernant la réaction, s'il y a frottement ou pas. Le vecteur accélération du système a même direction et même sens de la résultante des forces extérieures du système. Normalement, la résultante des forces extérieures est égale à MA. Et donc, c'est F, la résultante, est égale à, et elle a la même direction et le même sens que l'accélération. Donc, cette affirmation est vraie. L'accélération moyenne pendant les 20 premiers mètres a pour valeur de mètres par seconde. Normalement, la vitesse est égale à A fois T plus V0. Donc, son vitesse initiale, c'est-à-dire c'est V égale à AT. Et donc, l'accélération, c'est V sur T. On a 10 sur 5 est égal à 2 mètres par seconde au carré. Donc, c'est vrai. La norme du vecteur accélération a pour valeur littérale g fois sinus alpha. Donc si on compare g sinus alpha avec la valeur 2, donc g c'est 10 fois 0,5, donc c'est 5. Et donc c'est faux. Donc l'accélération n'égale pas à g sinus alpha. Et donc le système subit des forces de frottement. Donc ça c'est vrai. Donc puisque l'accélération n'égale pas g sinus alpha, et donc il y a des frottements, donc le système subit des forces de frottement. Voilà. Donc voilà pour ce blanc. Donc je vous souhaite bonne chance, bon courage et à la prochaine. Salam alaikum.